Mesdames et messieurs, bienvenue à l'actualité de la mi-journée de ce samedi. Pour le sommaire, plus de 6 millions de volailles et de bovins n'ont pas survécu l'année dernière à la pneumonie et à la maladie de Newcastle. Des pertes estimées à 4 milliards de francs CFA pour les éleveurs burkinabés. Pour 2016, le gouvernement prend la mesure de la situation. La campagne de vaccination a été lancée hier à Yako. Et puis, le MENA tape à nouveau le point sur la table pour le respect des cahiers de charges par les promoteurs des écoles privées, car la prestation de certains de ces centres de formation laisse à désirer selon le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un invité dans ce Midi Magazine, Maître Gims. Il est à Ouaga pour un concert inédit ce soir au stade Joseph Konombo. Avant de monter sur scène, vous l'entendrez tout à l'heure. Bienvenue, Maître Gims. Merci. Comme annoncé, ouvrons ce journal à Yakou, dans le Passouré. C'est là que les députés du groupe Burkindlim se sont retrouvés hier pour leur deuxième journée parlementaire de l'année 2016 avec une seule question à l'ordre du jour, les conditions à réunir pour le passage à la 5e République. Jean-Eudes Bayala et Zalissa Sanfo pour le compte-rendu. Le passage à la 5e République répondra-t-il aux aspirations du peuple burkinabé? La question, les députés membres du groupe parlementaire Burkindlim se la posent à leur deuxième journée parlementaire ici à Yakou. Dans tous les cas, il faudrait que la réponse soit oui. Aujourd'hui, le débat n'est plus s'il faut aller à une constitution. On est certain qu'on ira à la révision constitutionnelle, à une autre constitution. Maintenant, il ne faudrait pas aller à une autre constitution pour y aller. Il faut qu'il y ait une rupture totale avec l'ancienne constitution. 2 jours de réflexion, de communication et de concertation avec les militants à la base pour identifier les grands axes que doivent contenir cette éventuelle constitution pour qu'elle réponde réellement aux aspirations du peuple burkinabé. Il faut d'abord que nous regardions aujourd'hui qu'est-ce qui a amené l'insurrection des 30 et 31 octobre. C'est quoi? C'est la misère. C'est quoi? C'est le ras-de-bol. C'est quoi? C'est le fait de la monarchisation du pouvoir. Donc il faudrait relire nos textes, les toiletter, pour qu'au moins on ait des textes législatifs assez clairs. Et une fois les travaux en salle terminés, les députés vont sillonner le Passouré pour toucher du doigt les réalités de ces populations afin de mieux défendre leur cause à l'hémicycle. Zalissa Sanfo, on reste avec vous. Ayako, le ministre Soumanogo Koutou en charge des ressources animales, y était également hier pour le lancement de la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la maladie de Newcastle. Peut-être que vous ne le savez pas encore, ces deux maladies ont décimé plus de 6 millions de volailles et de bovins l'année dernière. Jean-Eudes Bayala, Zalissa Sanfo. Par ce geste, le ministre des Ressources animales et halieutiques sauve ce bœuf de la péripneumonie contagieuse bovine. Il en est de même pour ce poulet qui ne contractera pas la maladie de Newcastle cette année. Des gestes que le ministre invite tous les éleveurs à suivre afin de préserver leur cheptel de ces deux pathologies virulentes. L'an passé, plus de 6 millions de têtes ont été décimées par ces deux maladies. Et ce sont environ 4 milliards de francs CFA perdus pour le monde de l'élevage. Dans le cadre de nos rites, de nos coutumes, et chaque fois que quelqu'un n'a pas un poulet pour honorer ses ancêtres, ça fait une très grande perte, en plus des pertes en somme d'argent. Ce que nous attendons, c'est effectivement une appropriation de la part de la population, de sorte à ce qu'effectivement, lors des campagnes, des sorties des vétérinaires, que ces populations sortent nombreuses avec leurs animaux afin qu'on puisse vacciner. À cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination des bovins et de la volaille, ceux qui se soucient de la santé de leurs animaux ont été encouragés avec des vélos et des kits de vaccination. Moi, je prends mon travail au sérieux. Alors, je fais vacciner tous mes animaux. Vacciner les animaux revient à se préserver de tous les soucis et des pertes.
Pour cette campagne 2016-2017, le ministère espère atteindre au moins 75% du cheptel bovin et 50% de la volaille. Je vous le disais en début de journal, notre invité est Maître Gims. Bienvenue, Maître. Merci. Vous êtes à Ouaga depuis hier. Déjà, comment vous vous sentez ici au Burkina? Très très bien. J'ai été super bien accueilli. Je suis venu ici il y a quelques années déjà avec mon groupe, la section d'assaut. Et là, je suis de retour pour défendre mon album solo. Vous l'avez dit, vous étiez avec section d'assaut. Vous avez beaucoup de fans ici au Burkina. Comment vous évoluez sans les autres membres de votre groupe? Bah écoutez, c'est un peu différent, c'est un format différent. Je suis tout seul à occuper la scène, juste avec mon DJ Last One. Donc bon, c'est différent, mais le plaisir, la joie, tout ça c'est toujours au rendez-vous. Le public est chaud. J'ai pu avoir déjà un petit aperçu hier en arrivant à l'hôtel. Donc je remercie tous mes supporters d'ici, tout mon public d'ici, tous les gens qui m'attendent, qui m'envoient des messages en permanence. Ça fait vraiment plaisir. Vos fans burkinabés peuvent-ils s'attendre un jour à ce que vous regagnez votre groupe, section d'assaut? C'est fort probable. Pour le moment, c'est pas encore, c'est trop tôt. Je peux pas l'annoncer comme ça, sachant que je suis en train de défendre mon album. Il y a d'autres membres encore du groupe qui sortent des albums, donc c'est trop tôt pour annoncer un retour de la section d'assaut. Subliminal, mon cœur m'a raison. Zoom Zoom, voilà des clips qui ont fait danser beaucoup de monde. Qu'est-ce que les Burkinabés à quoi les Burkinabés peuvent s'attendre ce soir? Honnêtement, ce soir, moi, je compte marquer l'histoire. Partout où je passe, mon but, c'est de laisser une trace. Donc, ce soir, venez nombreux, parce que je pense que ça va être un concert historique ce soir, honnêtement. Un mot à leur adresse? Un mot pour le public? Pour le public, je vous remercie déjà. Merci à tous. Merci de me soutenir. Merci d'être aussi nombreux. Merci de donner autant d'amour, autant de respect. J'espère vous le rendre en mieux. Rendez-vous ce soir et venez saper comme jamais. Ce soir, c'est à quelle heure? Je pense qu'on va commencer à partir de 19h. Mais en attendant 19h, un petit acapella en guise de vos fans. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, Mugiwarano. À ce soir, je me réserve. Voilà, vous l'avez su, c'est à ce soir au stade Joseph Kounombo de Ouagadougou. Ouais. Messieurs, nous étions avec l'artiste, le rappeur français d'origine congolaise. Il est là à Ouagadougou pour un concert inédit. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué de presse, le président du FASO à New York pour prendre part à la 71e Assemblée générale de l'ONU. Le président du FASO, son Excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, se rendra donc à New York, aux États-Unis d'Amérique, du 18 au 23 septembre 2016 pour prendre part à la 71e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tient sous le thème « Les objectifs du développement durable, une impulsion universelle pour transformer notre monde ». À cette occasion, le président Roch Marc Christian Kaboré déclinera au cours du débat général la position du Burkina Faso sur l'ensemble des préoccupations de l'heure. Il participera à plusieurs rencontres de haut niveau, dont entre autres celles portant sur la gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants, et présidera celle portant sur l'autonomisation des femmes et dividendes démocratiques au Sahel. Le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, prendra également part au deuxième forum des affaires USA-Afrique présidé par le président Barack Obama, et c'est lui relatif au leadership africain, au cours duquel il lui sera décerné le prix médaille d'honneur du leadership africain pour la paix et le développement. En marge des travaux de la 111e Assemblée générale de l'ONU, le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, aura des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies et de hautes personnalités du monde, des rencontres avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burkina Faso, ainsi qu'une causerie avec les fonctionnaires internationaux burkinabés résidant aux États-Unis. C'est signé la direction de la communication et de la présidence du
Faso. Suite de ce journal, le PSCR2, le programme national du secteur rural, également au cœur des échanges hier à Ouagadougou entre les gouverneurs de région, les directeurs régionaux en charge de l'agriculture et les présidents d'associations des municipalités. L'objectif est de partager le contenu de la note conceptuelle en vue d'élaborer une feuille de route pour en terme obtenir l'adhésion et l'engagement de tous les acteurs. Yacouba Gamene, Monkoun Dabiré. Le programme national du secteur rural au cœur des échanges entre acteurs régionaux. Il s'agit pour les gouverneurs des régions, des directeurs régionaux de l'agriculture et les présidents d'associations des municipalités de s'approprier le contenu de la note conceptuelle du dit programme afin d'élaborer une feuille de route pour l'horizon 2016-2020. L'économie de notre pays est portée par le secteur rural pour une très grande partie. Comme vous le savez, le PNSR 1 qui devait opérationnaliser la SCAD est donc à terme, puisque ça devrait prendre fin en 2015. Donc à partir de 2016, il faudrait que l'on démarre dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, notre PNSR qui est donc le PNSR 2. Donc l'atelier en réalité, c'est pour poser les jalons d'élaboration de ce PNSR 2. Le programme national du secteur rural a pour objectif de réduire la pauvreté en assurant la sécurité alimentaire aux populations. Et cet atelier vise à terme l'adhésion et l'engagement de tous les participants au programme. Ce que nous attendons de ces participants est que dans un premier temps, les acteurs puissent s'approprier d'abord de la feuille de route, s'approprier également les grands référentiels pour donc une bonne élaboration de ce PNSR2. Ce cadre de réflexion regroupe une centaine de participants pour 3 jours. Un conclave qui devra aboutir à la validation des grandes lignes du programme pour les 5 années à venir. De grâce, respecter les cahiers de charges pour une éducation de qualité au Burkina. C'est en somme le message du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation aux membres de la coordination des fondateurs des écoles privées de formation des enseignants du primaire du Burkina. Cette rencontre s'est tenue hier à Ouagadougou avec plusieurs points à l'ordre du jour. Les échos avec Oscar Soulama et Yolande Lompo. Des échanges à bâtons rompus entre la coordination des fondateurs des écoles privées de formation des enseignants du primaire du Burkina et leur ministère de tutelle. À l'ordre du jour, le mode de recrutement des élèves maîtres, la décentralisation du test d'intégration, l'affectation des stagiaires dans les écoles dites d'application et la prise en charge des maîtres conseillers des écoles d'application. À ce jour, l'on dénombre environ 138 écoles privées de formation des enseignants du primaire, un nombre jugé pléthorique selon ses promoteurs. Il y a des cahiers de charges qui existent. Celui qui remplit les cahiers de charges, à qui on a donné une autorisation d'ouverture, il ouvre. Celui qui n'a pas une autorisation d'ouverture et qui a ouvert sans l'autorisation, on lui demande de fermer. La majeure partie des réponses auxquelles il a donné des solutions sont acceptables. Et c'est peut-être 1 ou 2 points comme ça sur lesquels on va repartir avec le ministère pour discuter. Ensemble, ils travailleront à l'élaboration d'un test relatif aux frais de scolarité. À quelques jours de la rentrée des classes, le ministère en charge de l'éducation exige que ces écoles privées recrutent désormais des maîtres qui ont le CAP. Il y a des situations où il faut réfléchir sur le problème qui a été posé et j'ai demandé à mes services de conduire la réflexion avec eux. À toutes ces préoccupations soulevées, Jean-Martin Koulibaly et son équipe entendent trouver des solutions dans le long terme. Et pour le bien-être des tout-petits, les membres du groupe de travail pour la protection de l'enfant renforcent leurs capacités en matière de protection de l'enfant en situation d'urgence. La formation a débuté hier dans la capitale burkinabé en présence de nos reporters Nongba Kouda et Monkoun Dabiré. Les acteurs de la protection de l'enfant veulent accentuer davantage leur action en faveur de l'enfant. Ici en conclave, les membres de ce groupe de travail s'approprient les nouveaux outils pour rendre plus efficace leur intervention sur le terrain. Nous nous sommes retrouvés pour échanger et renforcer nos capacités en matière de protection des enfants en situation d'urgence. Il s'agit de voir en situation d'urgence où les droits les plus élémentaires des enfants sont bafoués en un temps record et vraiment avec une ampleur atroce. Qu'est-ce que nous, les acteurs
de la protection de l'enfant nous pouvons faire et quels sont les moyens que nous pouvons mobiliser pour pouvoir répondre rapidement à cette situation d'urgence. La ministre de tutelle salue cette initiative qui dénote selon elle de la volonté des acteurs à œuvrer activement pour le respect des droits des enfants. Le groupe de travail ici réuni aujourd'hui a mis un point d'honneur sur la protection de l'enfant en situation d'urgence. Parce qu'il y a certaines catastrophes qui sont récurrentes, par exemple les inondations. Et au cours de ces crises, les enfants qui n'ont pas souhaité ou qui n'ont pas cherché à être dans ces situations sont malheureusement ceux-là qui payent le plus lourd tribut. D'où l'intérêt et l'importance de se focaliser sur comment mieux prendre en charge les enfants en situation de crise. Outillés, ces défenseurs des droits de l'enfant pourront désormais œuvrer à la construction d'un monde sans violence faite aux enfants. Devenir humoriste requiert du talent et de l'art. Et oui, il faut de la formation pour y parvenir. Une quinzaine de jeunes qui aspirent à embrasser ce métier viennent d'achever leur formation en humour. C'était hier au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingani. Aruna Marie, reportage. On peut aller gérer. Yeah. Laïda. Non, je ne suis pas dans ça. Issus d'horizons divers, ils ont en commun un rêve, embrasser une carrière d'humoriste. Et c'est ici, au camp Vacances Humour, que ces jeunes sont venus acquérir le b.a.-ba de cet art. En l'espace de 2 semaines, sur la trentaine de prétendants au départ, ils sont 16 à l'arrivée à avoir suivi les différents modules. J'ai appris beaucoup de choses, et la concentration en première position, et aussi le jeu d'acteur. Parce que sur la scène, c'est surtout l'occupation scénique et comment rendre l'histoire avec les différents personnages en présence. Donc, mes attentes sont pleinement comblées. C'est un cadre de formation proposé par Jean-Aimé Baïdi, un des humoristes du groupe Génération 2000. Derrière cette formation, c'est la relève qui est recherchée. La première édition des camps Vacances Humour, c'est pour apporter quand même notre plus dans le domaine de l'humour. C'est d'abord pour promouvoir l'humour, pour valoriser l'humour et puis pour déceler de nouveaux talents. Partager son savoir, c'est vraiment contribuer à l'évolution de son pays. Et nous nous sommes dit qu'il est temps pour nous de pouvoir essayer de former la relève. Les stagiaires ont également été outillés sur la chorégraphie humoristique, des acquis qu'ils ont donné à voir au public. Dans l'actualité internationale, instabilité en Libye, que se passe-t-il réellement dans ce pays? 4 jours après la prise des terminaux du croissant pétrolier par les forces du général Khalifa Haftar, les exploitations de pétrole brut sont sur le point de reprendre, mais la Libye toujours en quête d'unité. Que se passe-t-il réellement en Libye? 4 jours après la prise des terminaux du croissant pétrolier par les forces du général Haftar, les exportations de pétrole brut seraient sur le point de reprendre, et ça tombe bien puisque la Libye en a grand besoin. Le calme est en effet revenu dans cette zone cruciale. Les forces du général Khalifa Haftar, ayant chassé une milice proche du gouvernement officiel, vont continuer à assurer la sécurité des sites et ont annoncé la remise de la gestion des terminaux à la Compagnie nationale du pétrole. Cette dernière a déclaré rester loyale au gouvernement de Tripoli, tout en ajoutant qu'elle appliquerait les directives données par le Parlement de Tobrouk. Une situation un peu dure à suivre où l'on comprend que le général Haftar cherche à être magnanime. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi il y a 5 ans. Et depuis 2014, on peut dire pour faire simple que le pays est divisé entre l'Est et l'Ouest. Dans l'Est, le bastion du général Haftar et le siège du Parlement légitime. Et dans l'Ouest, à Tripoli, le gouvernement d'unité nationale de Fayez al-Sarraj depuis mars 2016, seul gouvernement reconnu par l'ONU. La magnanimité du général Haftar avec les terminaux pétroliers et sa visite mercredi au Tchad laisse penser qu'il veut séduire et l'ONU et l'Union africaine pour réintégrer le jeu politique. Sa mainmise sur le croissant pétrolier peut être un moyen de pression pour que l'ONU et le gouvernement de Tripoli amendent l'accord signé fin 2015 qui consacrait sa mise à l'écart. Sa popularité ne cesse de grandir et dépasserait l'est du pays, il a l'appui des tribus, alors que le gouvernement d'unité de Fayez al-Sarraj est de plus en plus contesté, même en son sein. Que va faire l'ONU maintenant? Elle reste très préoccupée par les risques d'une guerre civile frontale entre ces deux camps et souhaite éviter toute escalade de violence. D'autant qu'environ 235 000 migrants sont prêts à partir pour l'Europe, selon l'émissaire de l'ONU en Libye. Pour contrer cette migration, la clé reste l'unification du pays.
Toujours hors de chez nous, Budapest dit non à la répartition des migrants en Europe. Cela fait un an maintenant que la frontière entre la Hongrie et la Serbie est clôturée malgré les multiples interpellations des ONG de défense des droits de l'homme. Cela fait un an maintenant que la frontière entre la Hongrie et la Serbie est clôturée sur 164 km de long. Pour l'occasion, des ONG ont organisé ce rassemblement devant la gare de Keleti à Budapest, un lieu très symbolique de la crise migratoire l'an dernier en Hongrie. Les associations appellent les autorités du pays à plus d'aide. De façon méprisable, le gouvernement utilise le thème de la migration pour sa propagande et pour gagner des électeurs, malgré le fait que récemment, les demandeurs d'asile sont de moins en moins nombreux à pouvoir rentrer dans le pays. Il y a un an, la crise des migrants atteignait son paroxysme. Dans le plus grand chaos, 3000 personnes franchissaient chaque jour la frontière. Tous voulaient repartir en train vers l'Allemagne. Ils ont finalement été reconduits à la frontière autrichienne en quart. Aujourd'hui, plus un seul réfugié ne vit à Budapest. Le pays organisera le 2 octobre un référendum sur l'acceptation ou non du plan européen de répartition des réfugiés dans les pays membres. Le Premier ministre conservateur Viktor Orban refuse que 160 000 demandeurs d'asile soient répartis en Europe. Pour Budapest, ces quotas obligatoires violeraient la souveraineté nationale. La Hongrie a porté plainte en décembre devant la justice européenne. À 2 semaines environ du référendum, la plupart des sondages montrent des incertitudes sur la validité du vote avec un nombre suffisant de votants. Mais une chose semble sûre, la plupart des personnes susceptibles de voter voteraient pour le rejet de ce plan européen. Cette information avant de prendre congé de vous, le président du Faso, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, se rendra à New York aux États-Unis d'Amérique du 18 au 23 septembre 2016 pour prendre part à la 71e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tiendra sous le thème « Les objectifs du développement durable, une impulsion universelle pour transformer notre monde ». À cette occasion, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, déclinera au cours du débat général la position du Burkina Faso sur l'ensemble des préoccupations de l'heure. Messieurs, dames, on s'arrête là pour ce Midi Magazine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur la RTB.